Quand je serai grande, je serai astronaute. Quand je serai grande, je serai actrice. Dans cet épisode, nous parlerons de maltraitance infantile, de violence physique et d'agression. Notre invité pour ce nouvel épisode est le talentueux photographe Gaël Rapon. Après un parcours professionnel électique, cet autodidacte a trouvé dans la photo un épanouissement personnel et professionnel. Né à Ivry, de parents martiniquais, Gaël a grandi entre Trinité, en Martinique, et Vigneux, dans l'Essonne. Avec une infinie sincérité, il nous parle des douleurs de son enfance. Ainsi confronté aux violences physiques et psychologiques infligées par son père, et ce, dès la petite enfance, il devait également affronter le racisme de la société. Gaël a longtemps minimisé les violences racistes du milieu scolaire, en comparaison à ce qu'il endurait quotidiennement dans son environnement. À l'âge de 9 ans, il assiste à l'agression raciste de son meilleur ami par un homme armé d'une carabine. Cet épisode traumatisant a longtemps été source de cauchemars. Le témoignage de Gaël nous montre la difficulté pour les enfants racisés de se construire sereinement dans une société qui ne les considère pas comme des enfants. Mais connaissez-vous l'histoire de la Martinique ? La Martinique était peuplée par les Arawaks, un peuple venu d'Amazonie et installé en Martinique depuis l'an 100 après Jésus-Christ. Les Arawaks avaient nommé cette île Madinina, qui signifie l'île aux fleurs. Christophe Colomb, lui, découvre l'existence de l'île Madinina en 1502. Depuis, l'île est devenue un point de passage des Européens. En 1635, le Normand Belin d'Esnambuc débarque à son tour sur l'île, décimant au passage la majeure partie des populations autochtones. Les survivants furent repoussés vers la presqu'île de la Caravelle, et ils furent ensuite exterminés par les troupes françaises. À cette époque, de nombreux paysans et nécessiteux normands et bretons débarquent en Martinique dans l'espoir d'y faire fortune. Afin de maintenir la majorité des colons sur l'île, le gouvernement français y envoie de force des mendiants valides, des vagabonds de tous sexes et âges. En 1640, Jacques d'Yel du Parquet, un seigneur normand, gouverne la Martinique, et le premier moulin à sucre y est installé. La culture du sucre étant difficile et très physique, elle nécessite de plus en plus de main-d'œuvre. Alors les négriers déversaient sur la Martinique de plus en plus d'hommes, esclavagisés, en provenance des différents pays d'Afrique. L'enfer commence alors pour des milliers d'Africains, et le sucre devient la denrée coloniale la plus rémunératrice de tous les produits exotiques importés en Europe. Les personnes mises en esclavage se révoltent, et des actes de résistance éclatent. Pour les en dissuader, les colons esclavagistes fouettent, pendent, décapitent, coupent les mains ou les pieds de ceux qui se font prendre. L'abolition de l'esclavage en 1848 contraint les esclavagistes à mettre fin au travail forcé et non rémunéré, ce qui mène avec l'aide de Paris à la mise en place d'une nouvelle main-d'œuvre venue des Indes et du Congo. Si vous souhaitez en connaître plus sur l'histoire de la Martinique, je vous invite à aller voir sur notre librairie en ligne lesenfantsdubruit-et-de-l'odeur.com ou sur l'hebdo librairie. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Pour remémorer les bons vieux temps. Et qu'en est-il de ce bon vieux temps? Je t'aime un peu, beaucoup, à la folie, passionnément. Et ça dépend que de toi. Et ça dépend que de toi. Je t'aime un peu, beaucoup, à la folie, passionnément. Salut Gaël, ça va ? Salut, ça va et toi ? Très bien. Est-ce que tu pourrais te présenter à nous ? Oui, bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Gaël Rapon. Je suis âgé de 39 ans. Je suis photographe de métier et de formation autodidacte. J'ai commencé la photo de manière professionnelle il y a environ 11 ans. Sinon, j'ai toujours eu un pied dans le domaine visuel avec le dessin et j'avais toujours une handicam et des appareils photo jetables dans mon adolescence. Et pourquoi la photo, justement ? Pourquoi la photo ? J'y réfléchis depuis un petit moment. Oui. Et la réponse que je me suis donnée, c'est j'avais des rapports disciplinaires en fait un peu compliqués à l'école. Oui. J'avais des facilités objectivement. Le truc c'est que j'ai passé des concours dans des écoles comme Corvisart et les gens me disaient en fait le niveau ça va quoi. C'est juste le dossier disciplinaire, il faudra attendre et bon mon père a refusé. D'accord.
je suis rentré dans des trucs comme maintenance des systèmes mécaniques automatisés, que je regrette pas du tout. Hein. Ouais. J'ai fait des stages chez Air France et après j'ai voulu être commercial. Je me suis dit il va me falloir des sous, donc je vais me former à ça. J'ai fait du téléperformance, pour ceux qui connaissent. C'était des écoles pionnières sur Paris dans le 15e. Après, je travaillais pour des banques et tout ça. Puis après ça, je me suis dit, vas-y, c'est bien, je me verrais bien délégué pharmaceutique. Et donc, je crois que j'ai lâché une grosse insulte à ma responsable qui m'appelait le matin à 8h et à qui je disais, mais ça sert à rien que je vienne à l'heure, j'ai déjà fait mon chiffre. Tu sais, viens, laisse-moi un peu... Alors, pour ma part, à cette époque-là, je devais avoir 24 ans. J'ai pris mon appareil que j'avais sur mon siège et je suis parti faire des photos toute la journée. J'étais le plus heureux des hommes. Et je me suis dit, en rentrant à la maison, mais mince, en fait, tu reviens. De toute façon, tu peux pas revenir. Et en fait, reste chez toi, va faire des photos. Et là, j'appelais des potes qui avaient un appareil. Et tous les jours, pendant, je crois que ça durait 5 à 7 ans, cette histoire, je sortais avec mon appareil. J'habitais dans le 91 sur Vigneux. Donc, j'allais sur Paris. Je marchais des 6 à 8 heures par jour, où je shootais, je faisais des portraits à des gens dans la rue, je faisais de l'urbex, donc je rentrais, j'escaladais des toits, je rentrais dans des bâtiments, mais je m'expérimentais à la photo pour pouvoir après, plus tard, mon rêve c'était de vraiment gagner ma vie. Ça s'est concrétisé à partir de 2011 où j'ai pris mon SIRET et ça devenait un peu plus sérieux. J'étais pas du tout épanoui. L'appareil m'emmenait vers les gens parce que j'ai une capacité à parler beaucoup et une capacité à être très introverti. Et l'appareil, il m'équilibrait beaucoup, donc ça me faisait rencontrer du monde partout, pendant mes voyages, dans la rue comme ça. Il suffisait que je rencontre quelqu'un, je sais pas moi, la veille à 10h, pour que le lendemain matin à 8h, je sois chez lui à son réveil pour le shooter dans son environnement, à fouiller dans ses affaires. Et ça m'a fait énormément de bien de me dire, en fait, avec mes mains et ma tête, je fais ce que j'ai décidé, ce que je veux, quoi. Et du coup, t'étais comment enfant ? C'était comment ton enfance ? Mon enfance, moi je suis né à Ivry dans le 94. D'accord. Ma mère et mon père sont martiniquais, nés là-bas tous les deux. Ma mère est arrivée à 15 ans en France, mon père est arrivé un peu plus tard. Mais en gros, ils se sont mis ensemble. Je parlais sans filtre. Mon père, en fait, dès la soirée de mariage de ma mère, se mettait à regarder d'autres femmes. C'était pas... on va dire le reflet de l'amour idyllique, quoi. Donc mon père était très castrateur avec moi, c'est-à-dire que on me racontait que déjà petit, il voulait pas que je suce mon pouce, donc il me mettait soit du piment sur le pouce, ou une couche pour pas que j'ai le tête. C'était quelqu'un qui voulait que je fasse les choses d'une manière et pas d'une autre. Il me battait dans le sens où si je rentrais de l'école avec du sable dans les cheveux, dans mon afro, ou sur les genoux, ou si j'avais le malheur un jour, je me rappelle, je racontais cela, j'ai eu le malheur de dire, papa, j'étais en 2e année maternelle, je sais écrire mon nom et tout, je sais écrire Gaël. Sur tout le chemin, il me disait, oui, nous allons vérifier ça. Et il m'amène dans le salon, donc je n'ai pas eu mon goûter celui-là, il me met une feuille, un stylo, il me dit, écris mon fils. Mais tu sais, le truc d'un enfant qui te dit tu sais écrire, au pire, il te dessine un truc, tu rigoles, tu lui apprends à écrire, ça l'amène vers là. Mon père, je regarde mon père, je sentais la pression monter, et je le regarde, il me fait, alors? Et j'ai fait, j'ai crépouillé un truc, une espèce de hiéroglyphe, quoi. Il m'a fait, bon, tu connais la route. Donc, je suis allé, il m'emmenait, on allait dans la chambre, il fermait la porte de la chambre, et c'était la ceinture et la boucle de la ceinture, jusqu'à ce que t'as la peau enflée. À l'école, j'étais hyper violent. Je me battais tous les jours. C'est pas une partie de ma vie dont je suis très fier, quoi, jusqu'au collège en 5e. C'est après, plus tard, que j'ai compris, que je me suis dit, mais en fait, toute cette charge de violence, c'est, gros, tu déchargeais tout ce que tu vivais, parce que dès que je rentrais chez moi, c'était un délire. J'ai longtemps cherché, des excuses à mon père. Parce que j'ai oublié de préciser que moi, mon grand-père, c'est mon père. J'ai partagé mon enfance entre Trinité, le quartier Fleur d'Épée en Martinique, entre Grigny et Vigneux. Quand ma sœur arrive en 85, donc en 84, mes parents m'envoient en Martinique et j'ai vu ma sœur, je crois, elle avait 3 ou 4 mois, donc j'ai fait de la maternelle aussi à Trinité.
Et je le redis bien si ma mère entend le podcast, j'étais heureux chez mon grand-père. Moi, j'avais pas des coups. Ouais. Mon grand-père, il était ébéniste. Donc, le matin, on se levait, quand j'avais pas Ah. école, on se levait à 4 heures du mat. On allait traire les vaches. Mhm. On allait faire la distrib du lait. Ensuite, on allait à l'atelier, travailler Mhm. le bois. Moi, j'adorais ça. Je construisais des ratières pour attraper des crabes et des épées. Et le soir, on allait déplacer les bêtes sur les terrains. Et on finissait la journée pratiquement tous les soirs par un Malta, lui, sa bière Lorraine, et on regardait les berceaux de Moïse, qui sont des fleurs qui s'ouvrent à 18h, 19h et qui dégagent un parfum proche du jasmin. Donc c'est pour ça que quand ma mère, elle me dit « Oui, mais t'étais loin de nous », j'ai fait « Maman », mais papa, il me cognait tous les jours. Mon enfance, c'était vigneux, caca noir. Chez papy, c'était les bœufs, les taureaux, cette forme de respect et de recul que je pouvais avoir. Et de joie que ça me procurait de voir des choses puissantes comme les vagues qui vont s'écraser sur des rochers. Ça, je sais que j'adorais, ça me faisait peur, mais je m'accrochais et Et tu regardais. Oh, waouh. Et ça me faisait énormément de bien. Et quand t'arrives ici, la seule chose qui fait du bruit, c'est le système de décompression du RER. Ouais. Et c'est mécanique comme bruit, tu le ressens. Et ou alors des cris de fou dans la rue. C'était pas... Ouais. Voilà, C'était quoi. pas les mêmes bruits, c'était pas la nature en fait. Non. Ce qui fait que mon grand-père, moi, sa classe naturelle et sa connaissance des choses, c'était un homme qui était très proche du monde, de la nature, des arbres Ouais. et des couches en fait subtiles que pouvaient représenter ces artefacts. Et en gros, il y avait énormément de silence et t'avais pas envie en fait de faire de bêtises avec mon papy. C'était quelqu'un que t'avais envie d'écouter. En tout cas, la question s'est posée pour moi. J'avais très peur d'être violent avec mes enfants. C'est jamais arrivé. C'est arrivé une ou deux fois, et ce sont des choses qui ne se sont pas reproduites, mais qui sont rien comparables. Tu vois, même comme je le dis, qui sont rien comparables à la. Oui, à la violence que toi t'as pu subir. Non. Violence mentale et physique, puisque il y avait des fois, c'était très oppressant mentalement que t'es quelqu'un qui soit pratiquement tête à tête face à toi, qui te presse le nombril et qui te le tourne en 360, mais pincé fort, qui te demande de le regarder dans les yeux, de pas pleurer et de raconter en fait une connerie que t'as faite. Tu vois, pourquoi t'as mal parlé à une personne, pourquoi t'as fait ci, mais il y a d'autres moyens de régler des conflits. Oui, puis t'étais un enfant surtout. Oui, j'étais Et un puis enfant. c'est clairement de la maltraitance en fait. Oui. Mhm. Ouais. Et du coup, avec ta maman, tu parles beaucoup, même aujourd'hui ou pas? Oui, même si je pense qu'aujourd'hui je la saoule parce que je suis beaucoup plus structuré. Déjà, à l'époque, je la saoulais. Elle me disait, oui, tu poses trop de questions, ceci, cela. Là, vu que je sais que je suis plus structuré ou quoi, j'ai beaucoup de phases de silence, même avec mes proches. Je pense que je parle assez tout seul et dans ma tête pour pouvoir, avec mes lectures et tout ça. Mais oui, je parle toujours avec elle. J'essaye de l'emmener vers certaines choses. Comme quoi? Comme par exemple comme l'acupuncture pour elle. J'essaye de lui apporter autant de bien-être et de réconfort qu'elle m'a apporté avec moi ce que je sais maintenant et ce que j'ai pu observer d'elle et ce que je sais d'elle. Mais je crois que il y a des choses qui font peur à certaines générations. Alors peut-être que c'est moi qui n'ai pas les bons mots ou la bonne approche. Mais voilà quoi, je ne perds pas espoir quoi. J'essaie de l'emmener vers des trucs pour qu'elle goûte à ce que c'est que la résilience aussi, avec tout ce qu'elle a vécu, parce que c'est pas simple pour cette femme qui est ma mère. J'ai ce recul là de me dire waouh, papa c'était pas le mec le plus voilà quoi, toi t'as vécu des choses très dark dans ton enfance, ta période adulte au boulot, beaucoup de phases de racisme, que tu commences à me parler parce que je suis très dur sur le sujet en ce moment. Et ta maman a vécu beaucoup de racisme dans son travail quand elle est arrivée en France. Elle, ma mère, c'est les années 80. Ma grand-mère, c'est le bibendum et consort. Ma mère, c'est les années 80, les années 70 même. Et je dis bien, Avignon dans le 91, génération 80, c'était très compliqué. C'était très compliqué ce qu'on entendait quoi, mais pour elle c'était moins drôle parce que elle était mon père étant parti, elle avait tout ça à gérer en passif, plus la maison, plus les deux enfants avec parce que mon père payait pas sa pension en plus de ne pas être présent, donc du coup c'était assez compliqué. Après je dis bien mon père il payait pas sa pension mais on mangeait à notre faim. Avait peut-être pas les jouets ou les trucs qu'on voulait, mais ça va, on était quand même heureux. Ma mère, elle a fait le taf. C'était voilà quoi. Il aurait pu être présent en fait. Je pense que c'est ça qui a beaucoup manqué.
Parce que moi, j'ai eu un début de paternité qui était dur aussi, comme je disais, avec la photo, financièrement. Au niveau de la présence aussi, parce que des fois, on t'appelle et tu peux pas être présent pour les enfants parce que il faut que tu grimpes en photo, t'as pas de réseau, t'es noir, tu es en 91, t'arrives sur Paris, tu dis je fais de la photo, mec, personne veut de toi, en fait. Les gens veulent, surtout dans les années 2000, les gens voulaient des petits Parisiens dans une hype un peu fluo kid et tout ça. Moi, j'arrivais avec mes baggy, mes jeans déchirés, mes casquettes retournées. Tu représentais pas du tout. Non. Tu rentrais pas dans la case. Non. Et puis les deux personnes sur l'Île-de-France que j'admirais, c'était Herman Deza, qui est parti et à qui je voue un profond respect, et Emmanuel Tricoire qui est mon épouse maintenant. D'accord. Et qui sont deux personnes qui avaient leur griffe à eux, et je trouvais qu'ils avaient un gros doigt d'honneur, très poliment dit. C'est-à-dire qu'ils n'étaient dans aucune mouvance, si ce n'est dans ils avaient leur propre langage. Et moi, qui étais déjà dans cette forme d'expression avec le dessin et la photo, je me disais, mais moi, c'est ça que j'aime. Et je vouais vraiment un culte à Herman Deza et à mon épouse. À l'école, ça s'est passé comment pour toi? Alors, à l'école, j'ai eu des problèmes, que ce soit aux Antilles et que ce soit ici. En Martinique, c'était plus des gens qui se moquaient de ton accent, parce que moi, j'étais français, je comprenais le créole, mais je le parlais pas. Et puis petit, j'étais super timide. J'ai commencé à me faire des potes en Martinique beaucoup plus tard, pas à ma période d'enfant. C'était plutôt adolescent. Et après, en France, c'était plutôt les petits où on m'appelait caca noir. Alors pas à Vigneux, mais c'était plutôt en colonie de vacances où t'es amoureux d'une fille, tu la regardes, tu lui dis moi je t'aime et tout. Et la fille dit caca noir et tout ça. Ah ouais. Moi, avec la violence qu'on me connaissait, la fille, je l'ai explosée sur un banc. Ça m'a fait très mal aussi. Ça m'a vraiment, tu sais, quand t'as tout un réfectoire qui se retourne, je te reponds la scène, hein. Mais quand t'as 8-9 ans, que t'as tout un réfectoire qui se lève et qui rigole, qui dit caca noir. Et après, je crois, j'ai eu des expériences pareilles. C'était pas avec les profs. Avec les profs, ça arrivait beaucoup plus tard au collège. C'était plus en primaire, j'étais amoureux pareil d'une fille. Et en gros, la fille, ça se passait bien. Elle m'avait demandé mon numéro de téléphone, je lui avais donné. Je retournais, je disais ouais, je t'appelle, tu sais. Donc je l'appelais. Et au bout de, je crois que ça a pas duré une semaine, hein, ce truc-là. Le vendredi, j'arrive. J'avais une prof qui était géniale, qui s'appelait Madame Camison. C'est incroyable comment on se rappelle toujours de ces enseignantes Madame Camison, incroyable. Je vais pas faire un truc Madame Camison, c'était the prof. Madame Camison, elle me dit Gaëlle, avant de rentrer, il y avait ma mère, elle nous prend dans un côté, puis il y avait la mère de Sandra, quoi. Oui, on a un petit problème. Donc la mère, par contre, s'en va de la fille, et donc Sandra rentre dans la cour, mais moi, on reste après avec la prof. Donc j'aperçois tout juste la mère et Sandra, et je me dis quoi, il y a un problème, tout. Moi, je l'ai pas tapé, tu vois. Et en gros, elle me fait, il faut que t'arrêtes de l'appeler et tout. Après, je fais, mais c'est elle qui me demande de l'appeler. Elle me fait, oui, mais il faut que t'arrêtes. Tu sais, Gaëlle, il y a des gens, ils aiment pas que... Moi, elle me disait bien qu'elle voyait pas le problème, mais elle disait, sa maman, elle aime pas que toi, tu l'appelles, et puis elle explique à ma mère. Devant moi, et c'est ma mère qui m'explique, elle me dit, parce que t'es noire, en gros, il faut pas que tu l'appelles, quoi. Elle me fait, tu peux lui parler dans la cour et tout ça, mais ne l'appelle pas. Et j'ai rien dit à Sandra, en fait, au final. J'ai rien dit. Ça s'est passé vraiment comme ça, dans le plus grand calme. Et voilà, quoi. Les autres expériences, c'était au collège, où on avait des profs, des fois, un peu spéciales. Et là, c'était maghrébin, noir, asiatique. On était traités de bovins. D'accord. Comme nos parents, qui étaient venus en France pour brouter l'herbe. Et les profs qui disaient ça? Ouais, je te jure. Allez, Madame Bénégouche, elle s'appelait. Mais on l'a plus, je sais même plus si je crois qu'elle doit même plus être vivante, cette prof, elle était déjà très âgée. Et qui nous disait, qu'elle en avait marre de nous voir de venir brouter ses champs, et qui nous appelait bovins, et elle meuglait devant nous. C'était ce genre de truc-là qu'on avait. Et vous êtes déjà plainte de son comportement? Même pas. Je crois Madame Bénégouche, on faisait des trucs derrière son dos, où on lui tenait tête des fois. On se prenait des cols, des rapports de discipline, mais c'était pas... Ça allait pas plus loin. Les vraies expériences, vraiment, se sont produites... Violentes, hein, se sont produites dehors. Mais tu trouves pas ça violent quand même de se dire qu'un adulte, un enseignant, quelqu'un qui doit t'enseigner quelque chose, te sorte des choses quand même comme ça, déjà dans la sphère où Alors je le dis, alors après, c'est tu vois, je découvre aussi des choses, c'est que
dans ce qu'on est en ce moment, on parle de beaucoup d'expériences et ça me fait énormément de bien de raconter ce que j'ai vécu. Mais j'ai pas de recul sur ce que ça m'a vraiment fait et c'est pour ça que des fois je minimise. C'est ça en fait, ça veut dire qu'au fur et à mesure que je rencontre des personnes, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait des expériences très violentes. Oui. Et qu'on minimise tout le temps, c'est pas grave. Parce qu'on se dit ouais c'est bon, tranquille. Dehors il se passait des choses qui étaient... Pour le coup, quand je dis violent, qui était très violent, le truc avec Olivier, qui est mon meilleur pote, on arrive... tu sais, on se lisait des Marvel à l'époque, on traînait au centre-ville de Vigneux, qui était le Marigny, et on traînait dans les librairies, on avait 15 francs en poche, et donc déjà, on passait énormément de temps à lire en librairie. On choisissait notre BD, on allait avec notre Marvel sur un banc, derrière un bâtiment, et on lisait à deux et tout ça. Et une fois où le père d'une meuf qu'on connaissait en plus, mais c'était gratuit. Et le mec, il sort de sa fenêtre. Ouais, sale nègre, sale bougnoule. Foutez le camp. Je le dis bien, le mec est au 4e étage. On était quand même à plus de 800 mètres, en fait, de chez lui. Donc il hurlait, hein. Foutez le camp d'ici, sinon je descends. Olivier et moi, on se regarde. Le mec est dans son délire, donc on continue de lire. Nous, on est juste absorbé par notre Marvel, et je crois même... T'avais quel âge à cette époque 10 ans, je crois que c'était 10 ans, ou... Je sais plus si c'était l'Arme X, je crois que c'était l'Arme X qu'on lisait, donc je devais avoir 10-11 ans. D'accord. Moi, je dirais 9-10 ans. 9-10 ans, et le mec commence à partir en vrille, il commence à arriver avec une carabine, et il chope mon pote par le col. Le livre, il tombe, et je vois mon pote qui est chopé. Le mec, il faisait quand même bien 5-6 têtes de plus que moi. Et je dis Olive et tout, moi, j'étais tétanisé. Et je dis, lâche le mec m'écoutait pas. Donc, j'ai tapé un sprint, j'étais pas loin de chez ma mère. J'ai tapé un sprint jusqu'à chez ma mère, je pleurais, je dis, maman, viens vite, dépêchez-vous. J'ai alerté tout le quartier, je dis, venez, il y a un raciste, il a un fusil et tout, nana, il a chopé Olivier. Donc, on a recouru, vers le mec. Olivier avait réussi à s'enfuir sur le coup et on a cherché partout avec les gens de mon quartier, tout ça. On n'a pas retrouvé le mec. Il était plus dans les alentours. Et puis à l'époque, on montait pas dans les halls, frappait à la porte. Puis le mec avait une carabine quand même. Mais c'était les insultes quand il est arrivé en bas qui m'ont beaucoup, tu vois, que je t'ai même pas redit. On a été insultés de sale nègre, de peau de boudin, de peau de cafard. De mecs à pendre, de choses comme ça, quoi. Et pour des enfants de 10 ans. Ouais, 9-10 ans, et c'était notre première grosse confrontation avec cet univers. Et je sais que sur le coup, pareil, ce qui était le plus violent, c'était pas ce qu'il a dit, c'était de voir mon pote pris et violenté, et avec la carabine. Moi, c'est ça que j'ai retenu, en fait. C'est la prise, la carabine, et moi qui... Tu sais, je me battais tout le temps à l'époque, hein. J'ai fait bien exprès de le dire, j'ai rien pu faire, et j'ai rien eu, je sais pas, je crois que j'ai eu peur, en fait. Et à l'époque, déjà, c'était honteux d'avoir peur de là où j'étais. Et le seul truc, ça a été trace, et va chercher des gens, à meute tout le monde. Je crois que, oui, je courais, et dans le quartier, je faisais vite, Olivier, il a besoin de nous. Mais j'étais dans un délire, dans j'étais, en état second. État de choc, en état second. Et je sais que le soir, j'étais pas calmé, parce que le soir, je tremblais. Et des fois, en m'endormant, je disais Olivier. Et en fait, Olivier, il était sauvé, tu vois. Et j'avais très peur qu'Olivier, il se fasse tuer, en fait. J'avais peur de ça. Et donc, on n'est pas reparti lire des Marvel dans ce coin-là. On n'est pas reparti, et voilà. Mais je le raconte maintenant, et effectivement, je me dis, oui, ça fait quand même quelque chose, même en se replongeant dans le truc, quoi. C'est incroyable que quand on est noir, quand on est racisé, on est confronté à ce genre de comportement, et même très tôt. Très tôt, oui. Voilà, c'est de se dire à quel moment c'est normal d'avoir un enfant de 9-10 ans confronté à des gens qui sont violents comme ça. Mais je pense qu'on en a tous, des histoires comme ça, des comportements comme ça, des choses qui nous est arrivées qui sont quand même d'une violence. On en a tous, c'est très tôt, et comme tu dis, là je te raconte la chose la plus choquante, mais il y a eu énormément de regards, qu'on soit avec ma mère ou pas. Avec Olivier et sa famille, il y a eu aussi d'autres choses quand on partait dans les trucs de vacances de la ville, qu'on monte dans le bus et qu'on dise allez la maman, sa mère, et à tous les autres petits, ouais regardez, il y a toute la troupe. Il y a eu énormément de violence, de regards, que nous à notre époque, par contre, un terme qu'on a entre nous, on disait on se douche, c'était une douche de rire.
Donc nous, on tournait ça, on disait, allez FDP ou allez gros bâtard et tout, comment ils se douchent. Et nous, on tournait ça à l'humour et on les regardait, on rigolait d'eux. Je pense qu'on rigolait de leurs bêtises et de ce qui pouvait sortir qui était très bête. Et on rigolait, quoi. Parfois, je me dis aussi, on en rit parce qu'on peut plus rien faire d'autre. On peut plus rien faire d'autre. Et le rire, ça va nous permettre d'explorer tous les compartiments de ce moment où on a été malmené dans notre corps, dans notre psyché aussi, dans notre mental. Et ça nous permettait d'aborder ça et de se dire, ouais, il y avait un moment donné où on se posait, on se disait, je pense qu'on se disait, putain, on mange, hein, quand même. On endure, hein. On endure des choses. C'est dur, hein. T'sais, là, on se disait, ouais, eux, ils vont pas, quand ils partent, ils se mangent pas ça. Nous, on est là, on leur sourit, on est bien, on espère qu'on va prendre des barres, mais en fait, toi, tu nous mets direct dans une position où tu établis une différence, où tu nous infériorises, où tu nous caricatures, où gros, nous, on t'a pas mis dans une case, nous, on t'a juste fait un sourire. Nos parents nous ont bien élevés, on dit bonjour, madame. C'est tout ce qui s'est passé. Non, mais c'est pas évident quand même. C'est des choses difficiles à gérer tout au long d'une vie. Oui. Constamment, à répétition, que ce soit sur toi, sur tes parents, le regard qu'on comporte de toi, sur tes amis. Et ensuite, en tant que garçon, en plus, on attend de toi que tu sois fort. Donc, je peux pas dire oui, je trouve que... Parce que j'aurais pu complètement, à l'époque, je t'ai dit, il y avait ma mère qui m'écoutait beaucoup, donc on parlait beaucoup. J'aurais pu complètement lui dire... on aurait pu complètement se dire aussi, putain, mais je me sens pas bien, en fait, quand ils disent des choses comme ça. Et puis, avec ce que j'ai vécu, moi, dans ma vie, j'ai une violence j'ai envie de les cogner, parce que c'était ce qui se passait vraiment. Et nos parents nous demandaient d'être très trucs. Et, je me sentais pas bien, et la seule fois, je me sentais triste aussi et pas bien. Et la colère, en fait, elle montait très vite. Moi, chez moi, la colère, c'est triste, hein, mais c'était le truc qui m'apaisait. Il y avait deux choses qui m'apaisaient. Me retrouver dans ma chambre à dessiner des 4 à 5 heures en écoutant mon Walkman. Je me déshabillais, je dessinais, j'écoutais mon Walkman et ça m'apaisait de ouf. Ou parler avec ma mère. C'était les trucs dans mon enfance, moi, qui m'apaisaient beaucoup. Si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous mettre 5 petites étoiles, ainsi que de partager autour de vous, que ça soit sur Twitter, Facebook et sur Instagram. On est encore sur Instagram. Et si vous avez des questions ou des commentaires, nous serons ravis d'échanger avec vous sur les enfants du bruit et de l'odeur, tout en attaché, @gmail.com. À très bientôt, Ulrich. Moi, quand je serai grande, je serai actrice.